10 astuces et réglages à changer sur macOS Sequoia, puisque vous allez voir qu'il y a des nouveautés qui sont très intéressantes. Et puis pour ceux d'entre vous qui voudraient mon fond d'écran, je vous l'ai mis dans la description de la vidéo. Avec macOS Sequoia, Apple a ajouté un vrai gestionnaire de mots de passe, bien mieux intégré que l'ancien que j'imagine certains d'entre vous savaient même pas qu'il était là. Donc voilà comment se présente l'application avec tous les sites internet sur lesquels vous avez un compte référencé par ordre alphabétique, avec le login, le mot de passe associé à chaque fois. Vous avez aussi vos mots de passe de réseau Wi-Fi sur lesquels vous vous êtes connecté. C'est plutôt bien fait, mais moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'afficher les réglages du gestionnaire de mots de passe et de cocher ici cette première option. Une fois que c'est fait, vous aurez un nouveau raccourci dans la barre des menus de macOS, ici l'icône clé. Lorsque je clique dessus, je m'authentifie et là j'ai accès à tous mes mots de passe. Je ne suis plus obligé de passer par l'application. Si je recherche mon compte Nike, je le retrouve. C'est super rapide cette nouvelle façon de l'utiliser. En tout cas, moi je trouve, lorsque j'ai une application ouverte par exemple, eh bien j'affiche juste ce petit menu dans la barre des menus de macOS et c'est quand même mieux. Ce gestionnaire de mots de passe, il est encore assez basique, hein, il n'est pas du tout au niveau d'un OnePassword ou un Dashlane par exemple, mais si vous n'en utilisiez pas encore, eh bien c'est l'occasion de vous y mettre puisqu'il est totalement gratuit, bien intégré à macOS et synchronisé avec iCloud si vous utilisez un iPhone ou un iPad, ce qui est quand même bien pratique. Sur macOS Sequoia, Apple a enfin intégré une vraie bonne gestion des fenêtres, similaire à celle de Windows ou d'autres applications. Donc si je prends ma fenêtre et l'envoie contre le bord droit, elle s'affiche en écran scindé à droite, même chose du côté gauche, et si je glisse vers le haut, l'application s'affiche en plein écran. Donc par défaut, voilà ce que vous pouvez faire, mais si vous n'avez pas envie d'envoyer la fenêtre complètement jusqu'au bord, vous pouvez maintenir enfoncé la touche Option, et là vous voyez que vous avez différentes zones dans lesquelles vous pouvez relâcher la fenêtre pour qu'elle se place automatiquement au bon endroit, en écran scindé à gauche ou en écran scindé à droite. Donc gardez la touche Option enfoncée pour avoir cette possibilité-là. Maintenant, si j'ouvre une autre fenêtre, que je la place en écran scindé à gauche, que j'en ai deux comme ceci, on peut utiliser le bouton ici au centre des deux fenêtres pour les redimensionner dynamiquement en fonction de ce que l'on a besoin d'afficher à l'écran. Donc plutôt pratique. Voilà la façon dont Apple l'a proposé. Et ensuite, si vous appuyez ici sur le petit bouton vert des fenêtres, vous avez différentes options de placement. Mais en maintenant encore une fois la touche Option, vous affichez d'autres options de placement des fenêtres, qui par défaut, pour une raison que j'ignore, ne sont pas affichées. Mais voilà comment y accéder. Donc sélectionnons par exemple celle-ci, l'écran scindé en 3 avec une plutôt grande fenêtre à gauche et deux plus petites sur le côté inférieur droit et supérieur droit. Maintenant, là, vous allez peut-être vous rendre compte qu'Apple a choisi de laisser un espace entre les fenêtres. Si vous avez un petit écran, peut-être que vous n'avez pas envie de ça, vous voulez vraiment utiliser l'espace au maximum. Donc pour ça, rendez-vous dans les réglages, vous allez ici dans Bureau et Dock, et là, vous allez décocher cette option ici. Une fois que c'est fait, vous allez vous rendre compte que maintenant, les fenêtres sont toutes collées les unes aux autres. Vous avez gagné un petit peu d'espace, moi je trouve ça un petit peu moins joli visuellement, donc je le décoche, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Ensuite, il faut savoir que dans ce menu ici, je vais le retrouver, c'est celui-là, vous avez tout un tas de raccourcis clavier qui sont associés à chacun des placements des fenêtres à l'écran. Et vous voyez que par défaut, les raccourcis qu'Apple a assignés, ils sont loin d'être évidents. Voilà, moi, c'est pas des choses que je vais retenir et utiliser telles quelles. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est qu'on va assigner nos propres raccourcis. On va se rendre dans les réglages système, vous descendez tout en bas, vous allez dans les réglages du clavier là, on va sur le bouton raccourci clavier ici à droite dans ce menu et on va créer un nouveau raccourci. Là, vous allez avoir deux choix possibles. Vous allez ici dans ces menus et là, soit le raccourci fonctionnera partout dans le système ou alors uniquement dans certaines applications. Moi, je veux que ça fonctionne partout. Là, le titre du raccourci, faites bien attention, il faut qu'il soit parfaitement exact au nom du menu, au nom qui correspond au placement de la fenêtre à un endroit de l'écran. Donc prenons par exemple ici gauche et droite, je vais l'écrire exactement tel qu'il est dans le menu, sinon ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, je choisis le raccourci clavier que je veux associer à ça, par exemple celui-ci. Une fois que c'est fait, on valide. Et à présent, je vais pouvoir utiliser ce raccourci clavier pour placer ma fenêtre directement à gauche. Donc regardez, là elle est placée ici.
je peux soit utiliser le mode que je vous montrais tout à l'heure, soit mon raccourci clavier qui place automatiquement ma fenêtre en écran scindé à gauche. Voilà comment ça fonctionne. macOS n'est pas le seul à s'améliorer puisque CleanMyMac, le sponsor de cette vidéo, lui aussi se met à jour avec une toute nouvelle version de son application. Le module d'entretien intelligent du disque identifie encore plus efficacement et rapidement les fichiers inutiles pour que l'on puisse ensuite les supprimer si besoin et ainsi gagner de l'espace de stockage. Là, vous voyez qu'en lançant cette analyse, j'ai récupéré plusieurs gigas d'espace de stockage sur mon Mac, donc super. On a également l'assistant qui, lui, affiche des conseils sur la façon d'améliorer l'état de votre Mac. CleanMyMac est également à présent capable de détecter les doublons dans les fichiers, donc par exemple des photos qui seraient similaires ou alors des captures d'écran qui seraient très semblables les unes aux autres. Et ça va vous permettre d'en supprimer certaines. Et moi, par exemple, je me suis aperçu que j'avais beaucoup plus de doublons que ce que j'imaginais, donc là aussi j'ai pu récupérer de l'espace de stockage. CleanMyMac, vous le voyez, a également une toute nouvelle interface, plus jolie, plus rapide, qui permet toujours de détecter les malwares dans les fichiers système et dans les pièces jointes, par exemple. Moi, ce sont des analyses que je lance régulièrement, et CleanMyMac me permet aussi de garder un œil sur l'état de santé de mon Mac. Je peux très facilement voir l'état de mon réseau, la charge et la température de mon processeur, la mémoire vive qui est disponible ou non, la batterie qui me reste sur mes périphériques Bluetooth. C'est très pratique tout ça. Essayez vous aussi, puisque vous pouvez télécharger et utiliser gratuitement CleanMyMac pendant 7 jours avec le lien qui est juste en dessous en description de vidéo. Depuis le début de la vidéo, peut-être que vous voyez cette icône dans le dock de mon Mac et que vous vous demandez à quoi elle sert. Eh bien, regardez, en cliquant dessus, je peux afficher, une fois que je me suis authentifié, une recopie de l'écran de mon iPhone sur mon Mac et je peux contrôler mon iPhone avec mon clavier, ma souris. Je peux ouvrir mes applications comme si j'utilisais mon iPhone. Ça peut être très pratique pour des applications qui ne sont par exemple disponibles que sur iOS et pas sur macOS, ou même pour répondre à des messages sans prendre votre iPhone dans la main, pour aller sur les réseaux sociaux. Vous avez plein de possibilités avec cette recopie de l'iPhone depuis macOS Sequoia. Une des choses géniales, c'est que vous pouvez également prendre des fichiers et les glisser dans un dossier de votre iPhone pour les transférer automatiquement. Vous n'avez pas forcément besoin de passer par AirDrop pour ça. Là, vous les envoyez directement à l'endroit que vous souhaitez. C'est une super fonctionnalité, moi clairement une de mes préférées de macOS Sequoia. Donc super pratique, mais cet affichage de l'iPhone sur le Mac, si j'ai bien compris, c'est bloqué dans certains pays. Donc pour l'activer, connectez-vous simplement avec un compte US ici dans les réglages de macOS. Pas besoin du tout de toucher à votre compte iCloud pour que ça fonctionne. Faites juste ça et je vous donne également 2 autres astuces pour rendre ça encore plus pratique à utiliser. Vous avez dû remarquer qu'à chaque fois que j'ouvre cette application de recopie de l'iPhone sur mon Mac, je dois m'authentifier avec le mot de passe de mon Mac. Donc ça peut être un petit peu lourd si beaucoup de fois dans la journée vous ouvrez, fermez cette recopie de votre iPhone. Vous n'avez peut-être pas envie de ça à chaque fois, surtout si vous êtes le seul à utiliser votre Mac. Il n'y a pas vraiment de faille de sécurité avec ça. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est ici dans les réglages de l'application de ne pas cocher cette première option qui demande le mot de passe à chaque fois, mais plutôt de cocher authentifier automatiquement, qui, si vous êtes authentifié sur votre Mac, que c'est bien vous qui l'utilisez, eh bien l'application de recopie de l'écran de votre iPhone sur le Mac ne vous redemandera pas, elle, de vous authentifier. Regardez, si je la quitte et la rouvre, voilà, ça se lance automatiquement, je n'ai plus besoin de rentrer le mot de passe de mon Mac pour utiliser l'application. Ensuite, autre astuce que je vous donne, c'est pas forcément pratique de naviguer à la souris sur l'iPhone, notamment pour revenir à l'écran d'accueil, afficher le multitâche, afficher la recherche Spotlight. Donc ce que vous pouvez faire pour afficher l'écran d'accueil lorsque vous vous trouvez dans une application, c'est que vous appuyez sur commande et 1. Hop, ça vous renvoie à l'écran d'accueil. Lorsque vous êtes dans une application, vous pouvez faire ça, moi je trouve ça plus pratique. En appuyant sur commande 2, cette fois-ci, vous affichez le multitâche de votre iPhone, et ensuite vous pouvez naviguer dedans, et avec commande 3, vous affichez la recherche Finder dans laquelle vous pouvez faire une recherche. Donc voilà pour ces 3 petits raccourcis qui peuvent être bien pratiques à connaître. Ensuite, les Mac ont un mode d'économie d'énergie, mais bizarrement Apple ne donne aucun moyen d'y accéder et de l'activer rapidement. Eh bien avec macOS Sequoia, ça change, puisque vous pouvez aller dans les réglages, dans ceux du centre de contrôle, dans la section batterie, et ensuite ici vous avez affiché le mode d'énergie que vous basculez sur toujours.
Une fois que c'est fait, en cliquant sur l'icône de batterie dans la barre de menu, vous voyez que vous avez le mode d'économie d'énergie, le mode automatique et le mode performance. Ça vous permet donc de passer de l'un à l'autre extrêmement facilement, et moi ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir activer le mode économie d'énergie rapidement lorsqu'on en a besoin. Un autre réglage qui peut être intéressant de changer, c'est, vous le savez, d'habitude, lorsque vous avez une fenêtre ouverte, que vous double-cliquez ici sur le haut, ça l'agrandit d'une façon un peu bizarre. J'ai jamais vraiment compris l'intérêt de tout ça, ni son fonctionnement exact. Eh bien, avec macOS Sequoia, ici, dans les réglages de bureau et dock, vous avez la possibilité de choisir ce qui va se passer lorsque vous allez double-cliquer sur le haut d'une fenêtre. Par exemple, vous avez la nouvelle option pour remplir l'écran avec cette fenêtre. Ce n'était pas possible avant macOS Sequoia. Et en découvrant cette nouveauté, je me suis rendu compte qu'il existait un autre réglage depuis bien plus longtemps mais que je n'avais jamais activé, c'est celui-ci ici, minimiser. Et moi je le trouve plus intéressant que le nouveau qu'a proposé Apple. Puisque une fois qu'il est activé ce réglage, si je double-clique ici dans la zone vide de ma fenêtre, ça la minimise dans mon dock. Et ça, ici vous le voyez sur une fenêtre Safari, mais aussi sur une fenêtre Finder et sur finalement toutes les fenêtres des applications de macOS. Donc au lieu d'utiliser les petits boutons ici qui font exactement la même chose, eh bien vous pouvez utiliser ce double-clic ici, ou alors vous utilisez la combinaison commande M au clavier qui fait exactement la même chose. Donc voilà, vous avez 3 façons différentes de le faire et à vous de voir ce que vous trouvez le plus pratique suivant les situations. Ensuite, une fonctionnalité géniale dans Safari et qui existe aussi sur iOS d'ailleurs, c'est ici la nouvelle option qui s'appelle masquer les éléments gênants. Donc là, j'ai pris l'exemple de YouTube où moi, la section avec les shorts dans ma page des abonnements, j'en ai rien à faire, je les regarde jamais, j'ai pas envie d'avoir ça sous les yeux, et bien regardez, je peux cliquer sur cette zone qui a été mise en surbrillance par Apple et cette fonctionnalité de Safari, et lorsque je clique dessus, hop, ça me fait disparaître toute cette section entière de ma page Safari. Et je peux relancer la page, rafraîchir la page, la section ne reviendra pas, ça a été gardé en mémoire. Et ça, peu importe le jour où je reviens sur cette même page abonnement, je me suis rendu compte que ça ne revenait jamais, même d'ailleurs, peu importe le mode d'affichage que je choisis, si j'affiche la grille ici, les shorts ne sont toujours pas affichés. Sur des contenus qui se mettent à jour dynamiquement, comme de la publicité par exemple, pas de miracle, ça ne les empêchera pas de revenir lors de vos prochaines visites, ça les supprimera juste temporairement, mais pour tout le reste, ça marche très bien. Donc essayez de vous en servir, vous allez voir qu'il y a vraiment de quoi réorganiser des sites internet à sa guise. Et puis toujours sur Safari, sur les sites qui proposent de la lecture vidéo comme ici YouTube, là vous pouvez activer le visualiseur de vidéo. C'est une nouveauté qui va afficher le player de cette manière, en plus grand, en assombrissant le fond pour qu'on se concentre vraiment sur le contenu. Et vous pouvez d'ailleurs l'activer avec la combinaison de touches commande Shift et R, à la fois pour l'afficher et pour le désafficher. Ça peut être plus rapide que passer par le menu du dessus. Si une fenêtre passe par-dessus ce nouveau lecteur, eh bien vous voyez qu'on passe automatiquement en mode Picture in Picture. Vous pouvez déplacer cette fenêtre là où c'est le plus pratique pour vous. Donc c'est plutôt bien intégré. Là, si je quitte cette fenêtre qui était par-dessus, la vidéo se remet dans son affichage normal en grand avec ce nouveau mode d'affichage. Autre nouveauté dans Safari, ça va cette fois-ci concerner le lecteur, mais pas de vidéo, mais d'articles. Donc lorsque vous en avez un qui n'est pas forcément très bien mis en forme, vous pouvez afficher le lecteur et il est un petit peu nouveau sous macOS Sequoia. Dans un premier temps, on a de nouvelles options d'affichage, par exemple le fond ou encore la police d'écriture. Et si sur un site internet sur lequel vous allez souvent, vous vous rendez compte que vous activez très souvent ce lecteur, eh bien ça peut être intéressant de l'automatiser. Affichez donc les réglages de Safari, ici dans la section site web, vous allez avoir les sites que vous avez visités et là vous pouvez basculer sur oui pour l'affichage automatique du lecteur. Une fois que c'est fait, là j'étais sur ESPN, si je me rends sur un autre article que celui que j'avais visité, prenons celui-là, eh bien vous voyez qu'il se lance automatiquement en mode lecteur, ce qui est quand même beaucoup plus agréable la plupart du temps pour la lecture, surtout s'il y a beaucoup de publicité. Et enfin, comme sur iPhone et comme sur iPad, macOS Sequoia améliore ce que l'on peut faire au niveau des possibilités d'opérations mathématiques. Premièrement, l'application calculatrice que l'on connaît bien, à première vue, c'est la même, mais si vous cliquez ici en bas à gauche, vous pouvez par exemple rapidement passer en mode calculatrice scientifique, ou alors en mode programmeur, ce qui peut être intéressant suivant les calculs que vous avez à faire. Et autre possibilité, c'est ici de faire des conversions. Donc par défaut, ce sera des conversions de devises. Je peux par exemple savoir combien vont faire 120 $ en euros.
mais vous avez aussi plein d'autres possibilités de conversion. Vous allez pouvoir convertir des volumes, des angles, des superficies, des températures, bref, plein de choses que je vous laisserai regarder. Ici, on va prendre un exemple, on va convertir des hectares et des mètres carrés. Je veux savoir combien 8 hectares font en mètres carrés. Voilà le résultat automatiquement via la calculatrice. Donc ça peut être très pratique, ces outils de conversion. Et on a également de l'automatisation de calcul dans les notes. Donc là, regardez, je vais taper n'importe quoi, je vais faire cette addition et là, voilà, macOS m'affiche automatiquement le résultat sans que j'ai besoin de moi-même faire le calcul. Ça fonctionne pour les additions, les soustractions, les divisions, les calculs même un petit peu complexes, à la manière de ce que je vous avais montré dans une autre vidéo sur iPadOS, où là c'est beaucoup plus évolué avec l'Apple Pencil. Mais là, ça fonctionne aussi sur macOS Sequoia. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris des trucs utiles. Et si vous voulez savoir comment j'ai mis des espaces dans mon dock sur mon MacBook, et que vous voulez aussi découvrir plein d'autres astuces sur macOS, je vous explique tout dans cette vidéo, donc allez la voir. Salut!